Creuser au fur et à mesure une vallée. Alors, je vais enlever le glacier et on va mettre une vallée creusée à la place. On est d'accord? Et à la place, on va mettre une vallée qui s'est creusée. Seulement, à la fin, vous voyez, elle est creusée en U. Alors que si elle était creusée par une rivière, ça ferait un trou au milieu, ça ferait un V. D'accord? Voilà la vallée qui s'est creusée. Seulement, ça a pris beaucoup de temps pour faire ça. On est arrivé il y a 10 000 ans. Et là, ça s'est réchauffé. La preuve, c'est que maintenant, on commence à avoir de l'herbe sur les pentes, alors que jusqu'à présent, on n'avait rien du tout. Donc, on va mettre de l'herbe sur les pentes. Donc, le glacier a fondu, puisque ça s'est réchauffé. Et à l'endroit où il s'était arrêté, il avait poussé devant lui des rochers. Et les rochers, ils sont restés quand le glacier a fondu. Ce qui fait que derrière, il y a un creux. Et naturellement, il y a de l'eau qui vient s'y installer. On a un lac glaciaire. On retrouve encore beaucoup de ces lacs glaciaires dans les Vosges, dans les Alpes, partout où il y a eu des glaciers à la dernière glaciation, celle qui s'est terminée il y a à peu près 10 000 ans. Et puis alors progressivement, la végétation va venir s'installer sur ce lac. Il y a d'abord des plantes qui vont faire des racines. Là on voit bien les racines qui sont entremêlées. Des racines qui vont flotter sur l'eau, vont faire comme un radeau. Oui, tu peux te rapprocher. Les racines qui flottent sur l'eau font comme un radeau. Et c'est sur cette racine-là que va venir s'installer la fameuse sphaigne. La sphaigne, c'est une mousse qui fonctionne comme une éponge. Elle absorbe de l'eau. Et ensuite, quand elle meurt, elle continue de pousser en haut alors que la partie morte reste en dessous. Donc au fur et à mesure, elle continue de pousser et la partie basse, elle s'enfonce dans l'eau. Elle s'enfonce jusqu'à toucher le fond. Donc la sphaigne vient s'installer sur les plantes flottantes. D'accord? Et puis ça continue, ça continue. On arrive à la période maintenant, c'est-à-dire entre il y a 8000 ans et maintenant, où là, la tourbière va évoluer. En même temps que sur les pentes, avec le réchauffement, etc., va venir s'installer une végétation de plus en plus boisée, la tourbière va continuer à monter, à prendre de l'épaisseur. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle va carrément dépasser la profondeur, l'épaisseur, la hauteur du lac. Et donc elle va continuer à pousser. Et comme elle va absorber l'eau par capillarité un petit peu, l'eau va carrément monter jusque là, au-dessus du niveau de l'eau. Mais si vous allez marcher sur le haut de la tourbière, vous sentez la tourbière qui est souple, qui est aussi souple qu'une éponge gorgée d'eau. Et si vous piétinez, vous sentez l'eau qui arrive sous vos pieds. Donc, on a une tourbière qui fait plusieurs mètres de hauteur, avec des endroits malgré tout où il va y avoir des trous. Des endroits très dangereux d'ailleurs où il ne faut surtout pas aller se promener, parce que d'un seul coup on peut passer de plusieurs mètres de tourbe à un trou de plusieurs mètres de profondeur où il est très facile de se noyer. Alors, l'avantage de la tourbe, c'est que quand elle est sèche, on peut la faire brûler, comme on fait brûler du charbon. C'est pour ça qu'elle a été exploitée pendant longtemps. On a là sur notre maquette, voilà une exploitation de tourbe. Et ça a été un grand danger pour les tourbières parce que pour accéder plus facilement à un front de taille bien net, ce qu'on faisait, c'est qu'on creusait d'abord des canaux de drainage dans la tourbière de façon à baisser le niveau de l'eau et arriver sur un front de taille plus sec. Maintenant que les tourbières sont toutes arrêtées, on a bouché ces fameux drains de façon à faire remonter le niveau de l'eau, parce que quand le niveau de l'eau baisse, des plantes comme les sapins peuvent s'installer sur la tourbière, parce que du coup leurs racines ne risquent pas de pourrir. Mais dès qu'on bouche les drains, on fait remonter le niveau de l'eau et les sapins meurent sur pied. Donc
Donc on n'a presque pas besoin de faire du débroussaillage, ça se fait tout seul. Alors malgré tout, ça nous intéresse beaucoup ces fronts de taille. Et on en a conservé quelques-uns sur certaines tourbières. Par exemple, si vous allez à Gérardmer, la tourbière du Grand Étang, vous verrez qu'on a conservé un front de taille parce que ça nous a donné des indications, le front de taille. Figurez-vous que au fur et à mesure que la sphaigne s'accumule et forme la tourbe, elle piège année après année les grains de pollen des plantes qui sont autour d'elle. Et chaque plante a un grain de pollen d'une taille et d'une forme différente des autres espèces. Ce qui fait qu'en regardant de la tourbe au microscope, on reconnaît les espèces des grains de pollen qui sont piégés dedans, et on est capable de dire comme ça, en remontant le temps, c'est-à-dire en allant de la surface vers le fond, on va remonter le temps et on va retrouver comme ça la végétation qu'il y avait autour de la tourbière. Et c'est comme ça que j'ai pu vous dire qu'il y a 12 000 ans, on avait uniquement des herbes autour. Parce que dans la tourbe, quand on remonte jusqu'à 12 000 ans, on ne trouve plus que des pollens d'herbes presque. Un petit peu de bouleau, un petit peu de pin, ça ressemble un petit peu à de la toundra sibérienne. Vous allez avoir de l'herbe et puis quelques petits arbres rachitiques. Mais dès qu'on remonte le temps, après, eh bien, vous voyez que s'installe d'abord une forêt mixte de bouleaux, de chênes, de pins. Petit à petit, c'est le chêne qui prend le plus d'importance. On retrouve beaucoup plus de pollen de chêne il y a à peu près 5000 ans. C'est le moment où la dernière glaciation est définitivement terminée. Et puis, ensuite, le chêne a perdu de son importance au bénéfice du sapin, du charme, du hêtre, le hêtre, pardon, il est là, le hêtre. Et puis, le dernier arrivé, on le trouve là, c'est l'épicéa, qui lui prend beaucoup d'importance dans les dernières années. Et en fait, on fait le même travail avec la tourbe que certains climatologues ont pu faire avec la glace des banquises. Ouais. Parce que la glace, au fur et à mesure, elle emprisonnait dans des bulles d'air les caractéristiques de l'atmosphère de l'époque. Et donc on a pu recréer les conditions climatiques au fur et à mesure grâce aux bulles d'air contenues dans la banquise. Et bien de la même façon, dans la tourbière, on peut remonter jusqu'à 12 000, quelquefois 20 000 ans en arrière pour connaître la végétation et donc le climat, puisque les deux vont ensemble. Voilà. Ça, c'était l'histoire de la tourbière. Et maintenant, on a une tourbière comme ça qui est à quelques kilomètres d'ici.